1993, Yitzhak Rabin, l'Israélien, et Yasser Arafat, le Palestinien, se serrent la main, prêts à faire la paix. Ce sont les accords d'Oslo, et Shimon Peres y a joué un rôle important. Homme de guerre, homme de paix. Question ce matin de Libération. C'est un militaire engagé dès la naissance de l'État d'Israël. Celui qui avait œuvré sans relâche pour doter Israël des moyens de se défendre et d'attaquer, mais rappelle aussi le dirigeant qui avait compris que le salut de l'État juif résidait dans un compromis honorable avec les Palestiniens. Dans les territoires palestiniens, personne ne pleure la disparition de Shimon Peres. Il a commis de nombreux crimes, affirme cet homme. Mais pour autant, c'est vrai que c'était quelqu'un de modéré. Il souhaitait que les Palestiniens et les Israéliens vivent en paix, ensemble, dans la région. J'ai évoqué cette semaine dans l'édito la figure controversée, comme on dit maintenant, de Shimon Peres, dont on a fait les obsèques il y a quelques jours, parce que le personnage a croulé sous les dithyrambes des dirigeants occidentaux et a produit quelques manifestations de mécontentement et de colère dans les territoires palestiniens. Et c'est un assez bon exemple, en effet, de dualité, disons, d'image, d'opposition, de représentation entre un monde et un autre. Et j'ai voulu rappeler simplement que ce personnage qui a été présenté avec beaucoup d'excès comme un homme de paix, le génie de la paix, même je crois a dit Bill Clinton, a aussi été peut-être surtout un homme de guerre. Pas tellement un homme de guerre d'ailleurs, mais en tout cas l'homme qui a favorisé les plans de colonisation des territoires palestiniens. Alors il y a deux époques, et non pas une époque de Colombe et de Faucon, mais en fait il y a une continuité, mais il y a quand même deux époques. L'époque où Shimon Peres était le missi dominici du jeune État hébreu. Il a obtenu comme ça de la France la centrale nucléaire de Dimona, dans le Negev, donc la bombe atomique, ça c'est les années 50. Il a aussi participé à l'expédition de Suez, Paris, Londres et Tel Aviv contre Nasser. Bon. Mais on peut dire, on objectera sans doute et à bon droit que c'était l'époque où l'État hébreu était fragile, naissant, etc. Et il fallait assurer sa position dans la région. Mais à partir de 67, à mon avis, là, c'est là que vraiment la question se pose, parce que Peres aurait très bien pu devenir authentiquement un homme de paix, et au lieu de ça, il a été toujours un partisan de la colonisation, y compris de Jérusalem-Est, bien sûr. Il a même favorisé l'organisation de milices chrétiennes très réactionnaires dans le sud Liban. Et puis en 1996, il a surtout, à mon avis, vraiment raté la fenêtre de la paix, hein, quand, après la mort de Rabin, alors que l'opinion israélienne est très favorable au processus de paix. Il n'a rien trouvé de mieux que d'assassiner un dirigeant du Hamas, déclenchant une campagne d'attentats et finalement se lançant dans une guerre épouvantable au sud Liban, avec des bombardements qui ont finalement tué une centaine de personnes dans un abri des Nations Unies. Enfin bref, un palmarès qui n'est pas tellement celui d'un homme de paix. Mais je dirais que c'est pas le pire, parce que le pire c'est ça, c'est les morts, c'est les bombes. Mais politiquement, le pire, c'est peut-être ce qu'il a accompli à partir de 2001, quand il a rejoint Sharon au gouvernement pour la pire période de répression d'Israël contre les territoires palestiniens. Et il a même été jusqu'à adhérer à la formation d'Ariel Sharon en 2006. Et là, il a beaucoup contribué à la liquidation du Parti travailliste israélien, qui s'en est toujours pas remis. Alors, bon, le but n'est pas tellement de retracer ce long itinéraire, mais de s'interroger sur ces images, comment cette représentation ici, chez nous, aux États-Unis, a-t-elle pu être celle d'un homme de paix, alors que du point de vue palestinien, c'est évidemment pas du tout le cas. Alors l'homme était séduisant, il avait une conversation qui flattait ses interlocuteurs, il était cultivé, c'était l'anti-Ariel Sharon de ce point de vue, hein. C'était un personnage qui était capable aussi d'humour, mais on peut se dire surtout qu'il a finalement présenté le visage, disons, aimable
de la colonisation. C'est-à-dire qu'il a fait passer une sorte de propagande qui rendait supportable aux yeux des Occidentaux la politique israélienne. Or, pour les Palestiniens, il n'y a pas de face aimable de la colonisation. Et finalement, il a été le complément indispensable aux hommes de guerre, quand il n'a pas fait la guerre lui-même. Et il a été celui sans qui il n'y aurait probablement pas eu cette politique coloniale avec autant de succès, avec autant de soutien et de complicité, surtout du côté occidental. Il a été bien sûr l'homme d'Oslo, avec Rabin. Mais Oslo, maintenant, on en fait le procès parce qu'on sait très bien que c'était quelque chose qui était porteur d'un piège, en somme, pour les Palestiniens. Et il n'est pas du tout certain que ça s'inscrivait dans une dynamique de paix. Alors voilà, et comme un fait exprès, les obsèques ont été marquées du point de vue médiatique par une très malheureuse poignée de main entre Mahmoud Abbas et Benjamin Netanyahou, et toute la presse s'est empressée de dire voilà, c'est un signe d'espoir, etc. Or, le lendemain même, on annonçait du côté israélien 98 nouvelles constructions pour les colons, et puis la préemption d'un espace pour créer une zone industrielle dans les territoires palestiniens. Tout est dit, tout est là, c'est-à-dire entre d'un côté une image qui ment en l'occurrence, une image qui est un sommet d'hypocrisie, et puis une réalité que vivent les Palestiniens, dont on parle très peu, parce qu'elle se filme peu, elle se voit peu, etc. D'une certaine façon, Peres a incarné cette double face, à la fois aimable, parfois cultivée, etc., de la politique israélienne, et une réalité coloniale qui est implacable. Alors le journal de cette semaine présente à sa une le visage faussement jovial de Barroso, l'ancien président de la Commission européenne, dont on sait qu'il pantoufle maintenant, comme on dit, chez Goldman Sachs. Il n'est pas le seul, il y a toute une série de commissaires européens qui vendent ensuite leurs bons services et leur carnet d'adresse dans le privé. Et ce n'est pas seulement des brebis égarées, loin s'en faut. C'est vraiment un problème systémique là, qui est posé de la nature même disons, de cette Commission européenne. Et Michel Soudet a enquêté et travaillé sur ce dossier.